many cooks, too 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 many. Bienvenue dans Deep Web Fantasia. Alors, dans cet épisode, Benjamin Patino et moi, on va vous parler d'un phénomène qui est la vidéo virale sur Internet. Plus exactement, c'est le questionnement sur le passage d'une culture de télévision à une culture d'Internet à partir de la notion de viralité. Et pour ça, on va le faire à partir d'une vidéo qui est Too Many Cooks. Too many cooks. Je suis fatigué d'avance. À partir de quel moment on se rend compte que ça va se répéter? Pour l'instant, c'est un générique normal. Il n'y a qu'une seule famille. Mais quand tu le sais, c'est plus pareil en fait. Ouais. Tu peux pas revivre le truc de la première fois de c'est trop long quoi. Too Many Cooks, tu te souviens de quand tu l'as vu pour la première fois? Je l'ai vu. Alors du coup moi je l'ai vu sur Internet, oui, évidemment, parce que je regardais pas Adult Swim à 3h du matin. On va en reparler. Mais j'ai dû le voir quand elle a 10 ans. 10 ans, 10 ans le Claude, donc j'ai dû le voir à ce moment-là. J'ai dû le voir à ce moment-là. Et toi? Ouais, moi je l'ai vu genre le lendemain ou le surlendemain sur Internet. Et tout le monde en parlait, et surtout dans les 2 jours, quoi, je crois dans les 48 heures, dans la rue. Donc dans le bus, je suis tombé sur un célèbre critique de cinéma qui regardera peut-être cette émission, qui est Rafik Djoumi. Et la première chose qu'on s'est dit, on s'est vu et on a fait Too Many Cooks. et c'est parce que on était avec ça dans la tête depuis 2 jours, quoi. T'avais le virus. C'est la viralité. T'avais le virus. Deuxième refrain. Ouais. Non, c'est là où ça devrait s'arrêter. Ça doit s'arrêter là, la petite normalement. photo. Et là, ça devrait pas reprendre. Et ça, c'est des nouveaux clichés qui déboulent. Voilà. Et là, on dit, il y a trop d'enfants. Il y a le Fonzie. C'est ça, les trucs, c'est pas possible. On a compris que c'était une parodie. Alors, si vous êtes trop jeune pour avoir vécu ça, c'est une vidéo, Too Many Cooks, de 11 minutes, qui avait été diffusée d'abord dans les programmes de nuit de Adult Swim et qui était passée le lendemain sur Internet et qui est devenue virale. Elle a été vue 1 million de fois dès la première journée. Donc, en fait, elle a été diffusée le 31 octobre 2024. Elle a été mise en ligne par Adult Swim le 7 novembre. Et le 8 novembre, dans un article de Télérama, Pierre Langlais disait qu'elle était déjà à 2 500 000 vues sur la vidéo officielle. Entre-temps, elle avait déjà été diffusée par des amateurs qui avaient déjà rendu viral. Ce qui est, même maintenant, ça serait énorme, mais à l'époque, c'est n'importe quoi. Genre, oui. c'est vraiment, c'est un chiffre qui est délirant pour l'époque. Il y a peut-être d'autres équivalents, mais c'était très, très, très rare. Et d'ailleurs, on avait remarqué avant, et on sait pas comment ils ont fait ça, mais a priori, c'est la seule vidéo d'Internet où YouTube a mis une police et une couleur spéciale pour le titre qui est celle qui est utilisée dans la vidéo. C'est incompréhensible ce truc. Même ce titre comme ça sur YouTube est incompréhensible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à dérouler tout un tas de trucs qui vont de qu'est-ce que sont que les infomercials d'Adult Swim, le phénomène de la vidéo virale, les réalisations et de Casper Kelly et de Alan Resnick, etc. Et puis les vidéos qui ne vont pas sans les vidéos de commentaires des vidéos. Et on va l'avoir dans la tête du coup pendant 3 mois environ, à partir de là, normalement. De toute façon, moi je l'ai dans la tête depuis 10 ans. Bienvenue dans Deep Web Fantasia, épisode 2, Too Many Cooks, le jour où Internet a bouffé la télé. Petite transformation à la Manimal, là. Et non, c'est inversé. On revient quand même au plan. Et voilà, c'est le tueur à la place.
Attends. Ah putain. Il y a beaucoup trop de cooks. Voilà. Too many cooks. Too many cooks. Too many cooks. It takes a Ok, le truc qui rend fou. Alors. Tu veux commencer en nous expliquant ce que sont Est-ce que tu veux que je dirais que j'explique le principe? le contexte de diffusion. Ouais, le Donc, contexte de diffusion. Sur Adult Swim. Adult Swim, en fait, c'est le segment pour adultes de la chaîne Cartoon Network, qui est donc une chaîne de dessin animé, donc plutôt orientée enfant, mais le soir, les enfants regardent plus, donc ils remplissent leur grille de programme avec Adult Swim, où maintenant, d'ailleurs, il y a des trucs très très connus. Maintenant, Rick et Morty, c'est Adult Swim. Robot Chicken, qui est un truc très parodique, où il y a des traits d'humour qui sont assez proches de Too Many Cooks, qui voilà, sont des trucs comme ça, mais toujours orientés un peu animation et quand même expérimentation et tout pour adultes. Et pour remplir leur grille nocturne, je crois que c'est 3h du matin... 4h du matin. 4h du matin. Ils ont fait comme d'autres chaînes, c'est-à-dire qu'ils ont fait des infomercials, mais des fausses infomercials. Une infomercial, en gros, c'est pour information et commercial. Donc en fait, c'est des programmes publicitaires assez longs. Souvent très très nuls, qui passent très tard la nuit pour remplir les grilles de programme. Parce et que par c'est exemple, moins cher au milieu de la nuit. ouais, ça c'est moins Donc, cher. Du coup, il peut faire très long et Et tu peux te balancer des t'asséner, trucs. Voilà. Et en plus, il n'y a pas trop d'exigences, ça coûte rien de faire ça et tout. Donc, il y a plein de chaînes ont fait ça. C'est souvent assez médiocre. C'est même un peu le truc le plus bas de gamme de la télé. Et en fait, par exemple, les téléachats, c'est des formes d'infomercials. Enfin, il y a tout un tas de... C'est presque un genre à part entière parce que la télé a fait de mieux, mais de ce qu'elle a fait de plus bas de gamme. Et du coup, Adult Swim a fait ses propres infomercials, mais a essayé de faire des trucs qui parodient les infomercials, mais pas que, puisque le premier qui a été très très connu, c'est Too Many Cooks, qui est une parodie du coup même pas de sitcom, de générique de sitcom et de séries des années 80. Mais c'est le 12e. Il y en a eu 11 Oui, c'est ça, avant. c'est qu'il y en a eu plein, ils ont essayé plein de trucs. Il y en a qui sont vraiment des programmes promotionnels pour des propres programmes à eux, ils ont testé plein de trucs, mais le premier qui a percé, qui est devenu culte, c'est vraiment celui-là. Donc faut se dire que ça, c'était regardé à la base à la télé pour des gens qui sont à 4h du matin devant Adult Swim, c'est-à-dire soit des enfants qui se sont endormis devant Cartoon Network, soit des gens défoncés à 4h du matin probablement, soit très insomniaques, quoi. Surtout des gens très insomniaques, défoncés, ou qui travaillent très tôt. Ou qui travaillent vraiment très très tôt et qui mettent Adult Swim. Mais par contre, c'est après sur Internet que ça a une très très grosse viralité, y compris pour n'importe quelle vidéo Internet, en fait. C'est vraiment un succès, ça a été un succès vraiment énorme sur la plateforme. Bah, en fait, moi, ce que j'ai revérifié en travaillant sur cet épisode, c'est la gueule qu'avaient les infomercials précédentes. Et en particulier la première, Icelandic Ultra Blue. C'est des parodies. C'est vraiment des parodies. Icelandic Ultra Blue, pendant 30 secondes, éventuellement, on peut croire que c'est un spot publicitaire qui va être très long sur des produits médicaux. Et puis progressivement, ça bascule. Il y a des gags sur les nazis, sur des cadavres embaumés, etc. Et le truc, c'est que c'est toujours un peu lourd. Le comique est pas un peu épais, quoi. Moi, je trouve pas ça très drôle. Ce qui est incroyable avec Too Many Cooks, c'est, je sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Il y a aucun moment où tu te dis c'est un peu lourd, c'est pas très drôle, c'est machin. C'est tellement surprenant en termes de où ça t'emporte. Et surtout, pendant, là, vraiment, au moins toute la première partie, le premier segment de chanson, tu peux vraiment croire que c'est un sitcom. Le pastiche fonctionne. Simplement, c'est l'accumulation, quoi. Ouais, puis il y a vraiment le dosage qui est parfait entre... en fait, en humour, t'as toujours le truc du timing, de justement, tu le sens quand un sketch il est trop long, tu te dis c'est pas mal, mais c'est un peu trop long. Ouais. Là, vous avez tiré la corde. Là, c'est au-delà. C'est-à-dire que en fait, c'est trop long, manifestement. De toute façon. Mais c'est ça qui fait que c'est génial, c'est que c'est suffisamment trop long et qu'ils arrivent à renouveler ton intérêt en permanence. Oui, il y a plusieurs trucs. Il y a le fait que le problème, c'est en général quand c'est trop long. Alors, si c'est vraiment trop long, si trop long devient le deal, ils peuvent y aller. Il y a aussi un autre truc qui est souvent, c'est comment c'est joué. Le jeu parodique. Or, le jeu de sitcom est un des jeux les plus pauvres en nuances. Donc, avec du jeu de sitcom, ils peuvent y aller. C'est-à-dire que tous les acteurs peuvent mal jouer. De toute façon, on s'en contrefout. Ils sont là 5 secondes. Ils jouent une caricature pendant 5 secondes. Et la plus outrée elle est, la mieux elle est.
Donc en fait, ils bénéficient des 2 défauts habituels possibles des programmes d'humour. Ils les utilisent à leur profit. Et ça, c'est très intéressant. Il y a un truc aussi, je trouve, qui fait que ça marche bien. Mais ça, on pourra en reparler, je pense. J'espère que j'anticipe pas trop, mais sur d'autres programmes. Mais c'est que la sitcom familiale comme ça, même si là, après, ils abordent d'autres genres, c'est par excellence le truc le plus consensuel. C'est vraiment le truc très années 80 de on va remettre en avant les valeurs de la famille. Voilà, il y a un truc très ça fleure bon quand même l'Amérique traditionnelle et tout. Et bon, il y a des très bons programmes là-dessus, mais c'est le truc le moins subversif du monde. Et d'ailleurs, ça a donné en réalité les trucs qui sont beaucoup retenus maintenant. C'est des trucs qui en fait sont des parodies. Par exemple, les Simpsons, en fait, c'est un contre-pied au sitcom familial en disant, non, on va montrer une famille qui est dysfonctionnelle, où ils ont des relations hyper violentes, où c'est des Américains presque plus réels, en fait, Oui. en réalité. Et en fait, c'est typiquement le genre de programme où tu t'attends pas à ce qu'il y ait des serial killers et du gore et des trucs comme ça. Et ça crée un décalage qui fonctionne hyper bien. C'est aussi pas juste le fait de voir des trucs gore en soi, c'est de les voir dans ce contexte-là. Et de les voir associés à des gens qui font leur espèce de sourire bright, de bon père de famille, où quand ils ont des conflits, c'est que des conflits un peu de merde, pas très graves, tu vois. Tout se termine toujours de toute façon par la famille est réunie et c'est l'amour. Oui, et toujours rétablir le statu quo à la fin d'un épisode de sitcom familial. Et voire même lutter contre le vieillissement, la temporalité. C'est-à-dire que le sitcom est dans un non-temps. Et tout le problème a été de toute façon dès le départ le fait que les acteurs vieillissent, les enfants vieillissent. Dans un sitcom, l'enfer total. C'est pour ça qu'ils avaient trouvé un nain pour Arnold et Willy. C'était réglé, quoi. Pardon, ne refaites pas ça chez vous. Ne demandez pas à un nain de jouer un enfant. Mais le truc, c'est que le sitcom est un genre qui ne supporte pas le passage du temps. Et fait tout pour le rendre. Les personnages ne meurent pas dans un sitcom. Il n'y a jamais de héros qui meurt dans un sitcom. Dans n'importe quelle autre série, c'est presque le deal, quoi. Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, un personnage meure. Mais dans un sitcom, non. Et ils sont dans ce truc-là, donc d'autant plus le serial killer. Et l'autre élément aussi qui joue très bien le slasher dans Too Many Cooks, c'est que Too Many Cooks joue avec la nostalgie du sitcom. C'est même pas les sitcoms de son temps, c'est sitcoms de 10 ans avant. Oui. Donc il vient pervertir un espace qui a déjà été réécrit pour le spectateur. Oui, puis qui renvoie à l'enfance pour la plupart des gens, en fait. C'est vraiment littéralement l'expression « t'as ruiné mon enfance, quoi, t'as gâché mon enfance ». Oui, tout à fait. C'est qu'en fait, tu prends un truc qui est comme ça, un peu nostalgique, et Madeleine de Proust, c'est juste la Madeleine, tu la... Oui. Comme ça. Alors, pour donner des éléments concrets par rapport à Too Many Cooks, donc Too Many Cooks a été réalisé par un type qui s'appelle Chris Kelly, mais Casper Kelly, on l'appelle Casper Kelly. Casper Kelly, au départ, c'était un scénariste de dessin animé. Puis, il a scénarisé un sitcom pour Adult Swim, qui était un sitcom déjà un peu wacky, quoi, qui était Your Pretty Face is Going to Hell, qui est un sitcom qui se passe dans le milieu des démons. Donc, il a joué déjà avec la forme du sitcom. Du reste, l'acteur qui fait le serial killer dans Too Many Cooks, William Totarski, c'est un des démons de Your Pretty Face is Going to Hell. Donc, il a proposé cette idée d'infomercial au producteur de Adult Swim. Et au départ, son idée, c'était de faire simplement un générique répétitif de sitcom. Il a eu l'idée en voyant un sitcom tard le soir, quoi, dans les rediffusions du soir. Il est tombé dessus et il a vu cette pièce de générique qui était déjà sans fin. Il disait, ce serait génial de faire juste un générique qui s'arrête jamais avec des nouveaux personnages qui s'accumulent. C'est quelque chose qu'il a expliqué la semaine de la sortie de ce film à Rolling Stone. Et c'est dans cette interview de Rolling Stone dont il parle de l'influence de Andy Kaufman. Alors, vas-y. C'est toi le spécialiste d'Andy Kaufman. Bon, si vous regardez ça, c'est que vous regardez la chaîne Blast. Si vous regardez la chaîne Blast, j'ai fait un autre programme dessus qui s'appelle La fin du film. Et il y a un épisode qui est consacré pleinement à Andy Kaufman. Donc, si vous voulez vraiment y aller sur Andy Kaufman, vous pouvez y aller. Enfin, dans les grandes lignes, Andy Kaufman, c'est une figure, on va dire, hérétique du genre humoristique,
il s'est jamais considéré comme un humoriste, mais qui est apparu dans, on va dire, la case des humoristes, et qui a fait des canulars extrêmement bizarres, qui ont utilisé toutes les formes, en tout cas, de perversion des codes et des genres, et qui étaient plus perturbants que vraiment comiques, mais qui créent un comique du fait qu'on riait pour évacuer l'angoisse, quoi. C'est-à-dire que il a utilisé l'angoisse comme matière dans son humour. Et alors un exemple qui est vraiment très représentatif de ce que veut dire Casper Kelly quand il disait je voulais faire quelque chose de répétitif à la Andy Kaufman, et que je voulais vous montrer, peut-être pas en entier. C'est une chanson, c'est pas très bien filmé, hein, mais puis le son est pas extraordinaire, mais c'est un document, c'est une intervention en chanson d'Andy Kaufman dans un spectacle. Andy Kaufman qui a chanté un morceau qui s'appelle I Trusted You. Je te faisais confiance. Allons-y. Andy Kaufman. I trusted you, 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 Je vois où il va. Il y a des réactions diverses quand même. Oui. Il a l'air par ça. Ah oui, c'est vrai. I trusted you, 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 Trusted you, I trusted you, I trusted you, I trusted you, trusted you, I trusted you, I trusted you. Mais même la musique derrière est horriblement répétitive. Infernal. C'est même pas juste le fait qu'il répète la même phrase. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de truc qui peut faire, et ça continue encore. Donc c'était son idée de départ, c'était vraiment le truc archi répétitif sur le même mode. Et Mike Lazo, le producteur d'Adult Swim, ouais. d'Adult Swim, lui a dit écoute, c'est une bonne idée, mais fais-nous plutôt des zigzags autour du thème que juste la répétition. Et alors, il a commencé à réfléchir et il l'a coécrit plus ou moins avec son monteur, Paul Painter, qui apparaît pas dedans, mais il y a son nom sous un des personnages de dessin animé, Paul Painter. Et Paul Painter a eu l'idée du serial killer qui traverserait qui serait en arrière-plan, qui arriverait, qui viendrait, qui tuerait les personnages du générique qui seraient en développement. Et ils ont tourné le tout en 3 jours. Par contre, ils ont monté ça en 1 an. C'est 1 an de montage pour 3 jours de tournage. Sur le tournage, ils ont fait un appel. Il y a 80 comédiens qui sont arrivés. Je crois qu'il y a des gens de leur famille aussi. Oui, enfin, oui, ils ont oui, vraiment oui. pris tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Et ils ont mélangé tout ce qu'ils ont pu d'éléments préexistants de sitcom. Donc, on a la typo de Full House, on a le plan de maison de Family Matters, on a le faucon de Falcon Crest, Alf qui devient Smurf, des plans esthétiques de Law & Order, de Dallas, le plan de table de Roseanne, donc la transformation de Wonder Woman, et puis à la fin, l'espèce de gaufrier, là, enfin le truc, Où ils sont tous, là. où ils sont tous, vient de Brady Bunch. Donc en fait, il y a plein de sources. Mais en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ces sources, elles aient l'air déjà vues. C'est qu'on ait l'impression d'être que dans des codes qu'on connaît, parce que ils ont pas cité Happy Days et Fonzie, mais l'enfant qui fait comme ça là. Ouais, avec ouais, le c'est machin, le cool kid, un peu. Ouais. moi, je pense à Fonzie, mais ça se trouve, c'est un autre cool kid. Il y a toujours un cool kid. C'est des types qu'on a qui sont en fait dans l'espèce de déréalisation totale du sitcom comme genre de non-vivant, quoi. Il y a après la question de qu'est-ce qui a résonné par rapport à ça. Parce qu'en fait, quelques années avant, il y avait cette série Internet qui s'appelait Don't Hug Me, I'm Scared.
Voilà, et c'est anglais, Don't Hug Me, I'm Scared. Et ça, c'est, on peut dire, ce qu'il y a de plus proche en termes d'esprit à cette époque-là de ce type de détournement. Alors j'ai un autre exemple avec ça, parce que alors, Ouais. je sais pas de quand ça date, donc là c'est il y a 13 ans, du coup ça remonte à quand? 2011. 79 millions de vues quand même, Don't Hug Me, I'm Scared. Ah ouais. On mettra des images, mais Don't Ouais. Hug Me, I'm Scared, c'est une parodie ou une satire d'émissions pour enfants avec des marionnettes. Ouais, Ce qui est donc un truc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, oui, encore plus un truc rassurant, nostalgique. Il y a des petites leçons de vie et ça part complètement en couille. Et il y a du gore et c'est Oui. bizarre et c'est psychédélique. Je trouve même que c'est plus anxiogène encore. Donc, oui, Don't Hug Me, I'm Scared. c'est plus anxiogène. Et il y a un truc, je me demande si c'est... Donc ça c'est 2011. Et il y a un truc qui s'appelait Wonder Chosen, qui est un truc de MTV. Alors ça, je sais pas si tu connais Wonder Chosen. 2005-2006. Ah oui. Et donc là, encore avant. Et Wonder Chosen, c'était pareil, une parodie d'émissions pour enfants, mais générale, c'est-à-dire qu'il y avait des trucs de marionnettes, il y avait des dessins animés, il y avait des trucs comme ça, mais ça passait sur MTV. Mais Oui. c'était, alors pareil, il y avait du gore, c'était bizarre. Il faisait des trucs sur la drogue et qui étaient vraiment Ouais. hardcore et tout. Et il faisait des vannes, par exemple. Moi, un truc qui m'avait marqué, je l'ai mis dans une vidéo, donc je pense que je peux le retrouver. Il y avait un petit truc, il y a une comptine en anglais qui dit Follow the leader, follow the leader. Et c'est un truc où tu fais la queue leu et t'avances pour emmener les enfants à l'école et tout. Et ça commence avec des enfants et tout. Et ça avance. Et au bout d'un moment, c'est des défilés nazis et des trucs comme ça sur Follow the leader. C'était des trucs comme ça. Il y en avait un où ils avaient fait un Roméo et Juliette où c'était des petits personnages. C'est même pas des marionnettes, c'est vraiment des chiffres et des lettres avec des yeux en mousse. Et il y avait un chiffre et une lettre qui tombaient amoureux. Et du coup, ils pouvaient pas parce que les chiffres et les lettres, ils sont pas amis et tout. Et sauf qu'au bout d'un moment, c'est genre ça finissait, il y en a un, il le pendait à un arbre et tout. Enfin, genre c'était parce que c'était le racisme entre les deux trucs, mais ils poussaient le truc plus loin. Ouais. Et alors, il y avait pas de doute sur le fait que c'était pour les adultes et tout. Oui. Mais ça jouait un peu sur le même truc que Don't Hug Me, I'm Scared, de manière beaucoup moins expérimentale et beaucoup moins fine, je trouve, que Don't Hug Me, I'm Scared. Mais je sais pas si c'est une des références de ça. Et il y avait aussi Happy Tree Friends. Je sais pas si tu connaissais aussi. Je sais pas, regardais beaucoup sur Internet, même si ça vient de la télévision. Et là, c'était c'est encore moins fin et c'est même très con, mais c'était vraiment des dessins animés visuels enfants et c'était que du gore. C'est-à-dire que tous les épisodes, c'était les petits animaux de la forêt mignons se tuer de manière gore. Et là, il y avait zéro subtilité, c'est beaucoup moins fin que... On peut dire que South Park, qu'on a totalement identifié adulte depuis fort longtemps, qui est plus ambigu. Moi, la première fois que je l'ai vu passer à la télévision, c'était le Déménagement d'amis. C'était sur Canal+. C'est Déménagement d'amis, c'était le premier épisode. Et on ne savait pas ce qu'on regardait, en fait. Ils avaient branché la télé, etc., machin. Donc ça passait derrière pendant qu'on continuait à emménager. Vous voyez ce truc qui passait, c'était absolument ininterprétable. Cartman Gets an Anal Probe. On a bien compris que c'était pas pour enfants. Mais ça avait aussi des codes au départ de la série pour enfants. Donc la question du détournement de la série pour enfants est peut-être pas ou de la détournement du sitcom est peut-être pas le truc qui est le plus singulier. Ce qui est le plus singulier, c'est, on va dire, l'élément d'angoisse que c'est supposé générer. C'est-à-dire que la visée comique n'est pas évidente. Elle est un peu plus dans Too Many Cooks que dans Don't Hug Me, I'm Scared, mais c'est pas à proprement parler du comique tout le temps. C'est parfois vraiment juste malaisant, bizarre, expérimental. Et d'ailleurs, je te pose la question parce que, effectivement, Too Many Cooks, c'est plutôt très drôle. Enfin, j'ai l'impression que c'est... Mais Don't Hug Me, I'm Scared, et je pense qu'on y reviendra sur d'autres infomercials. On va en parler, Il y a des gens qui trouvent... on reviendra sur Unedited Footage of a Bear. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui trouvent que c'est à crever de rire. Et il y a des gens qui trouvent ça juste purement anxiogène. Oui. Et tu vois, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve que c'est en fait toujours un peu les deux, et juste avec des dosages différents. Mais je sais pas ce que t'en penses. Ça te fait, toi? Too Many Cooks, ça me faisait rire. Mais en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que c'est supposé être? Au bout d'un moment, qu'est-ce que c'est? En fait, le truc, c'est probablement ce qui est... Et c'est pour ça que ça a tellement tourné. C'est... par contre, c'est sans doute la première fois qu'on a réussi à penser le générique comme forme indépendamment de tout le reste. Je ne sais pas si on a d'autres exemples de courts-métrages ou de... Qui ne sont que des génériques. Qui ne sont qu'un générique. Si vous en avez, mettez-les dans les commentaires. Non, moi, j'ai pas d'autres exemples. Moi. Parce que des détournements du genre du générique, oui.
plein. L'usage comique du générique, autant que tu veux. Déplacement du générique, mettre un générique de début en fin d'épisode ou au milieu d'épisode, ou le casser au début d'épisode, ou en mettre 2 en début d'épisode. Jouer avec le générique dans un format, oui. Mais ne jamais quitter le générique, faire que le générique lui-même soit... c'est presque de l'art contemporain, en fait. Mais d'ailleurs, en fait, beaucoup des infomercials, et surtout les plus connus, en fait, celle de Casper Kelly et celle d'Alan Resnick, tu me dis si je vais trop tôt sur ce que tu veux dire. Non, mais on va y aller. En fait, c'est que elle joue sur ce truc de parodier une forme qui est jamais parodiée parce que c'est trop spécifique, notamment le générique de sitcom. Oui. Mais Casper Kelly, les autres qu'il a fait, il y en a une qui est une parodie de walkthrough de jeux vidéo où pareil, il fait exactement le même truc, c'est-à-dire que ça part en truc méta, il y a des trucs en mise en abîme, en boucle temporelle et tout ça. Et il y en a une où c'est une parodie de, je sais même pas si ça a un nom, mais de trucs de feu de cheminée que tu mets en fond. Oui, tout à fait. Yule Log. Oui, Yule Log, ouais. Et c'est vraiment la vidéo de 10 heures où juste c'est un feu, parce que t'as pas de feu chez toi. C'est ça. Qui pense à parodier ça? Enfin, oui, c'est impossible. C'est incroyable. Et Alan Resnick, eux aussi, il y a un peu de ça, parce que déjà, lui, il vient de... Donc, Alan Resnick a fait les autres qui sont les plus... En fait, c'est les 2 auteurs qui ont fait les plus connus des infomercials et qui ont vraiment été virales. Qui ont fait les bonnes, parce que les autres, c'est pas terrible. Ouais, carrément. Et mais comme quoi, ça trompe pas, c'est celles qui sont devenues célèbres. Absolument. Lui, à la base, il avait une chaîne YouTube, Alan Tutorial, qui est une parodie de Tutoriel. Oui. Ce qui est pareil, ça a été fait maintenant depuis. Oui. Mais lui, il l'a fait d'une façon pareille, avec ce côté un peu semi-angoissant, semi-drôle, pas très clair sur le ton. Création d'univers derrière tout ça. Bon, This House Has People in It, c'est un peu plus compliqué parce que ça parodie pas vraiment quelque chose. Mais Unedited Footage of a Bear, il y a le même principe de... on mettra les images, mais pour ceux qui connaîtraient pas, ça veut dire vidéo non montée d'un ours. Vidéo non montée d'un ours. Ce qui est un truc typiquement YouTube, c'est-à-dire t'es dans la forêt, les gens ont filmé un ours, tu l'uploades sur YouTube, puis voilà, c'est des images d'un ours qu'on a vu. Et sauf qu'au bout de 30 secondes, il y a une pub YouTube qui se lance. Et cette pub ne s'arrête jamais. Et ça fait vraiment cet effet comme dans Too Many Cooks, c'est un peu le même ressort de... Mais là, c'est censé s'arrêter à un moment. C'est censé s'arrêter. Et ça ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui crée le truc. Et je trouve que c'est drôle et anxiogène, le fait que ça s'arrête jamais. Absolument. Mais alors là, la dimension humoristique, progressivement aussi se dilue dans la dimension angoissante. Et ça, c'est le truc de Alan Resnick. Alors, ce qui est étonnant, c'est que celui-là, c'est le 18e infomercial, mais c'est la même année, c'est aussi en 2014 qui va être diffusé, Unedited Footage of a Bear. Et puis après, les infomercials vont s'arrêter pendant 1 an et demi. Et le 19e est aussi d'Alan Resnick, et c'est This House Has People in It. Et là, après ça, il y aura encore de bons Casper Kelly, et c'est tout. Les autres vont être tous encore de nouveau très en dessous. Enfin, c'est de la parodie bas de gamme. Unedited Footage of a Bear, à la différence de Too Many Cooks, ils ont mis 1 semaine Too Many Cooks à le mettre en ligne. Entre-temps, les gens l'avaient déjà partagé et tout ça. Unedited Footage of the Bear, il est mis directement en ligne en même temps qu'il passe sur A Little Stream le 16 septembre 2014. La pub arrive, c'est une pub pour un médicament. On a l'impression que c'est un antihistaminique, mais ça peut être un antidépresseur. C'est pas clair. C'est pas très clair, Claridril. Il y a plein de trucs bizarres par rapport à ça. Donc on voit cette espèce de mère de famille qui prend ce médicament, et la pub dure trop longtemps, et au bout d'un moment, on la suit, elle, sur une voiture, et on ne sait pas où ça va du tout, quoi. Et elle commence à voir, une scène de crime. Elle se dédouble, il y a son double. Elle lutte contre son double. Son double lui casse la gueule. Elle continue à la suivre quand même malgré tout en rampant. Chez elle, il y a plusieurs formes d'elle-même qui coexistent, qui offrent des cadeaux aux enfants ou qui les harcèlent, etc. Et on est dans un espèce d'univers où c'est extrêmement ambigu, et ça se termine sur des images d'elle qui dit « Je n'ai pas d'armes », alors qu'on a la police qui l'entoure. Et c'est plus drôle du tout. Le récit lui-même n'est pas clair. Et il y a un site web qui apparaît au même moment. C'est-à-dire que si on regarde claridril.com sur Internet, il y a un site web. Quand on va sur ce site web, on peut rentrer dans la maison, on peut refaire les mêmes trucs qu'elle, c'est-à-dire aller dans le placard, etc. Un petit jeu, comme un point and click. Comme un petit jeu, mais où il n'y a pas de fin vraiment. Je précise pour les gens qui ne l'auraient pas vu. Moi, j'invite les gens à aller le voir parce que c'est super étonnant. Mais il faut préciser un truc, c'est que par exemple, ça n'a aucun rapport avec l'ours.
C'est-à-dire que Non, vraiment, c'est aucun. quand on dit que c'est une pub qui vient se mettre dessus, ça n'a aucun rapport. Par contre, le médicament, il y a un truc, c'est-à-dire que Oui. il y a un truc avec le fait que c'est un médicament dont on ne sait pas trop les effets qu'il a. Est-ce que Oui. cette mère a l'air d'avoir quand même des problèmes peut-être de dépression, des choses comme ça. Oui. Il y a un truc avec le médicamenteux, il y a les petites mentions légales qui passent en bas Oui, tout à et que fait. tu peux lire et qui, pareil, sont un petit jeu de piste parce que tu as des indices et tu as des trucs inquiétants Oui. sur les effets secondaires du médicament. Ouais. Et en fait, le passage horreur est pas complètement déconnecté Oui. du côté publicité pour un médicament. C'est vraiment très très malin comment c'est amené. C'est très étonnant, c'est très étonnant. Et tout ça sur un format de 11 minutes. C'est à la fois long et court, c'est superbe. Et ce qui se passe, en fait, à partir de ce moment-là, alors sur celui-là et sur le suivant, This House Has People in It, qui est encore plus bizarre, peut-être qu'on en parle d'abord. Si tu veux, ouais. Quand Ouais, tu en donneras parlons plus, un tu veux. peu. Donc, 1 an et demi plus tard, Alan Resnick, toujours avec son équipe Wham City, les mêmes collaborateurs, etc., propose sur Adult Swim et sur Internet, mis en ligne exactement en même temps, ce 11 minutes où c'est des caméras de surveillance, quoi. C'est essentiellement des caméras de surveillance qui Mais dans choisissent une presque- maison. Dans une maison, Mm. qui choisissent presque aléatoirement des choses qui se passent dans les différentes pièces de la maison. Et on a une famille, et il y a un élément vraiment surnaturel, inquiétant qui se passe, très visible, c'est qu'il y a une fille qui est sur le sol, et qui traverse le sol et qui tombe dans la pièce du dessous, en traversant lentement le sol d'une façon assez terrifiante. Mais il y a plein d'autres choses bizarres dans tous les trucs, des types cachés derrière des placards, des machins, un ensemble de choses. Et on a une adresse Internet qui est l'adresse de ces systèmes de surveillance. Quand on va sur le site, pareil, c'est un jeu de piste, mais alors là, extrêmement chargé, extrêmement fourni. On peut, pendant des heures et des heures, regarder des trucs. Et je crois que, par exemple, dans Unedited Footage, il y avait quelques contenus, c'est-à-dire qu'il y avait même des petites vidéos en non référencées sur YouTube, Oui. ils jouaient sur ces trucs-là, Très peu. mais très peu. Il y a quand même le petit jeu, effectivement, de la maison, où Oui. il y a des petits trucs et tout, c'est quand même assez bossé. Il y a le faux site qui lui-même est un peu zinzin, il y a des trucs Oui. bizarres qui s'y passent, mais comparé à This House Has People in It, ça n'a rien à voir. Ah oui, C'est que le court-métrage doit durer, 11 je crois que minutes. je l'ai ouvert, 11 minutes, c'est ça? 11 minutes également. Ouais, 11 minutes également, ouais. Alors qu'il y a, je crois, des heures Des heures. d'audio, d'autres plans de caméra, Oui. de trucs qui se passent que tu Oui. peux trouver ailleurs sur Internet Et qu'on ne en trouve jeu de plus. piste. Parce que pour les deux cas, le site lié à Unedited Footage of a Bear et le site lié à This House Has People in It ont fini par disparaître. Les vidéos sont toujours en ligne, mais les sites qui les accompagnaient ont fini à un moment ou à un autre, ils ont été enlevés parce que ça prenait probablement beaucoup de place, ça devait coûter cher. Oui, il faut Ces raisons-là. entretenir des sites et tout. Par contre, ce qui reste toujours, c'est les vidéos qui les commentent. Et ça, c'est l'autre point dont je voulais parler. Ce sont des vidéos qui n'existent pas sans les vidéos de commentaires, de décryptage et de commentaires. Que ce soit aux États-Unis, Nightmind, ou en France, Feldup, leurs vidéos concernant This House Has People in It ont fait presque autant de vues que This House Has People in It. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de mystérieux. C'est-à-dire que This House Has People in It, 5,9 millions de vues. Le commentaire de Nightmind, 5,7 millions. Ouais. Et le commentaire de Feldup, 5,3 millions. Bravo, c'est vrai? Oui, bravo les petits Français. Ah ouais, c'est très fort parce que du coup, Feldup, c'est pour un public exclusivement francophone. Donc c'est impressionnant comme. Ça veut dire aussi qu'il y a pas mal de Français qui ont regardé que le Feldup. Ils n'ont pas bah regardé oui. l'original. Oui, oui, c'est sûr. Mais en fait, en même temps, surtout avec ce côté, avec ce côté jeu de piste, il y a un truc de. Moi, ça me questionne vraiment sur. En fait, c'est quoi comment ça se consomme ces œuvres en fait? C'est vraiment une façon de consommer ou d'appréhender les œuvres qui est vraiment très novatrice et très intéressante parce que du coup, c'est quoi This House Has People in It? C'est le court-métrage ou c'est l'ensemble des trucs autour ou c'est le jeu de piste ou c'est, tu vois, enfin, genre c'est compliqué. C'est Et, l'ensemble des réactions sur le jeu de piste. Et oui, c'est ça. En fait, si tu regardes justement une vidéo qui est type ce que fait Feldup ou ce que font Powerpack ou des gens comme ça pour les anglophones, en fait, tu as envie de voir ces œuvres-là avec ces vidéos-là parce que c'est des gens qui vont te donner un peu toutes les clés, qui vont te dire bon, il y a telle théorie. En gros, ils vont te digérer en fait le petit peu le travail pour te donner une vue d'ensemble que tu peux pas réellement avoir
toi-même à niveau individuel. Parce qu'en fait, pour trouver tous les trucs, il a fallu des communautés entières mobilisées, il faut participer aux recherches, il faut machin, tu vois. Et en fait, c'est des façons... quelque part, c'est le bout de la chaîne de production, c'est la vidéo d'explication. Mais oui, c'est vrai. Parce qu'entre-temps, c'est pas une œuvre que tu peux voir en entier en te disant elle commence à tel moment, elle s'arrête à tel moment. Non. Et ça, c'est contrairement à un film, à une chanson ou des choses comme ça. Et ça, je trouve que je sais pas si tu peux trouver des équivalents de ça, mais c'est une forme d'œuvre d'art qui est proprement Internet. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ton angle de dire, et je l'avais jamais vu comme ça, de dire ces infomercials là, c'est vraiment un switch de la culture télé à la culture Internet. Et surtout maintenant que tu me fais la chronologie, parce que rien qu'avec les infomercials d'Adult Swim, t'as ça. C'est-à-dire alors c'est pas les premières, mais avec du coup Too Many Cooks. En fait, ce n'est pas un programme Internet, c'est un programme télé. Absolument. C'est un programme télé, alors très bizarroïde, parce que c'est un truc de 4h du matin à la con d'une chaîne un peu pétée du casque. Oui. Mais en fait, ça devient un pilier de la culture Internet, beaucoup plus que de la culture télé, en réalité. Donc, c'est involontairement de la culture Internet, parce que c'est... Quelque part, en fait, c'est comme si tu prends un petit animal et tu le remets dans l'eau. Oui. Il était tout comme ça. Et en fait, tu le remets dans son élément et là, hop, tu vois, il nage, quoi. Tu vois, en fait, il était fait pour Internet, ce programme. Internet. Et du coup, c'est involontairement devenu ce pilier-là. Et pourtant, il n'y a pas trop le côté ARG. Donc, ARG, on mettra la définition. Tout à fait. Mais c'est des jeux de pistes, en fait, comme ça, Internet, des espèces d'énigmes. Ok, d'accord, très bien. Et t'as ensuite, dans l'ordre, du coup, tu m'as dit, c'est Unedited Footage of a Bear. Unedited Footage of a Bear. Pareil, où il y a cet effet-là, sauf qu'en fait, là, c'est directement publié à la télé et sur Internet. Et c'est une parodie d'Internet. Donc, il y a déjà l'ARG. Il y a déjà un peu d'ARG. C'est une parodie de pub Internet. Et même, en fait, du type de vidéo que tu as sur Internet. Puisqu'en fait, je te vole une photo d'ours. Et de la consommation de vidéos sur Internet. C'est-à-dire de voir une vidéo avec un truc qui t'indique que bientôt, il va y avoir une pub qui va apparaître dessus. Et après, quand tu as la pub, tu peux pas encore la skipper parce qu'il faut encore attendre 20 secondes pour pouvoir la skipper. Exactement. Et du coup, même après, This House of People in It, où là, c'est carrément, c'est un ARG. L'œuvre est une œuvre purement Internet. Et tu comprends même pas comment les 11 minutes de This House of People in It ont pu être passées à la télévision. Parce que c'est ininterprétable en tant que tel, ce bloc de 11 minutes. Autant Unedited Footage of a Bear fonctionne presque quand même comme un film, quoi. Et en fait... Le rapport de il y a une inversion de rapport de force, comme dirait l'autre. Sur Unedited Footage of a Bear, le point fort, ça reste le film. Et le site web l'accompagne, mais t'apporte pas grand-chose de plus. Juste un peu d'interactivité, quoi. Mais d'interactivité pour dire que. Tandis que This House of People in It, le film lui-même t'apporte beaucoup moins que tous les éléments qu'il y a dans le site, qui, elles, te permettent de construire l'ensemble de l'histoire, ce que l'autre ne permet jamais de faire. Bon, c'est des histoires qui sont poreuses. En fait, c'est des histoires qui se complètent jamais vraiment complètement. Et c'est presque le but. Le truc de Alan Resnick et de sa bande, c'est de faire des choses qui soient pas, qui se complètent pas, quoi. On n'a pas, il y a pas un moment où on dit l'histoire elle est conclue. On sait ce qu'elle a voulu dire, etc. Oui, et en fait, tu peux voir de manière autonome quand même le court-métrage, mais si tu te dis ok, je sais pas ce que je regarde, c'est bizarre, et t'admets que c'est comme ça, et c'est très bien. Et en fait, si tu creuses l'ARG qui est autour, en fait, c'est pas plus clair à la fin. Le cap n'est pas clair, du coup. En plus le cap n'est pas clair. Oui, le cap n'est pas clair. Il y a ce truc. En fait, t'as pas plus de refait la NUPES. Ouais, c'est ça. T'as pas plus de réponses à la fin, en fait. C'est juste encore plus mystérieux et bizarre, sauf que t'as plus de bizarre et de mystérieux que avant. Oui, c'est juste que t'as envie d'y rester. Et alors, le truc intéressant, c'est à qui ça s'adresse. Et c'est là où le spectateur a changé. Et c'est pour ça que j'avais un autre exemple qui vient de la télé, mais qui est un élément de switch, de basculement dans Internet, mais qui est un exemple beaucoup plus célèbre, en tout cas à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, c'était la série Lost. Ah. Pourquoi ? D'accord. La série Lost, elle est inimaginable telle qu'elle s'est développée sans ce switch justement des spectateurs de la télévision à Internet. Parce que ce qui a nourri, ce qui a permis à Lost d'aller si loin dans ses mystères, c'est qu'il y avait des spectateurs qui ne cessaient de décrypter ensemble pendant la semaine sur des sites et sur des forums. Et pour pouvoir nourrir ce truc-là, c'est-à-dire pour les encourager à le faire, ils ont fait des ARG. Et il y a eu des ARG à partir de deuxième saison qui ont jamais vraiment recoupé le récit initial. Je vais peut-être expliquer pour
les gens qui n'ont pas connu Lost ce que t'es que Lost. Ouais. Je n'ai jamais vu Lost. Et tu n'as jamais vu Je t'avais Lost. dit, mais Donc, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. alors, il y a la série prescription. Lost, c'est donc une série d'îles désertes. C'est un avion, un crash d'avion sur une île déserte, et les personnes les survivants, essayent de contacter le monde extérieur, essayent de savoir comment ils peuvent retourner sur le continent, et puis au bout d'un moment, essayent de comprendre mais sur quelle île ils sont tombés, parce que dès le début sur cette île, il y a un monstre mystérieux qu'on ne voit pas mais qu'on entend. Il y a déjà des gens sur cette île, puis il y a une trappe sur cette île. Ça, c'est la première saison. Ce que je spoil, j'essaye de ne pas trop spoiler. Mais dans la deuxième saison, ils réussissent à descendre dans la trappe. Dans la trappe, ils sont dans un bunker des années 70. Et là, dans ce bunker des années 70, il y a un film en Super 8, mais, ou en 16, je ne sais Sur pas. bobine, Enfin, quoi, un film sur bobine. Et ce film explique l'objectif de cette station. C'est là où on va mettre des extraits de la vidéo de la Dharma Initiative. À partir de cette sous-intrigue dans Lost, qu'est-ce que c'était que la Dharma Initiative, qui avait été un moment sur cette île, entre les années 70 et les années 80, que sont-ils devenus, pourquoi est-ce qu'il n'y en a aucun sur l'île, pourquoi est-ce qu'il y a des stations abandonnées avec des éléments de la Dharma Initiative, est-ce que c'était sérieux, est-ce que c'était un machin. À partir de ça, ils vont se développer des ARG sur Internet, et ils vont raconter du passé de la Dharma Initiative. Et là, alors, à l'initiative de qui ? De la production ? De la production. Ok. Qui vont déléguer ça à des scénaristes secondaires, à des scénaristes qui sont pas les principaux scénaristes de Lost, quoi. Et entre chaque saison, pendant l'été, il va y avoir des trucs sur Internet qui vont être obtenus par des ARG, des espèces de petits indices malgré tout des prochaines saisons, qui seront obtenus par les ARG. Mais les récits développés par les ARG, par contre, ne rejoindront jamais complètement le récit principal, ce qui fait que tu peux regarder le récit principal de Lost sans qu'il te manque rien. Par contre, sur place, c'était quasi un peu impossible. Enfin, moi qui l'ai suivi en temps réel, c'était quasiment impossible de suivre Lost sans passer la semaine à voir ce que les gens avaient trouvé dans l'épisode que tu venais voir. Parce qu'il était tellement rempli de détails qui te rendaient dingue que tu voulais en savoir plus. Et donc, t'étais vraiment un spectateur qui était en train de basculer, quoi. T'étais pas complètement un internaute, mais t'es déjà plus un spectateur avec Lost. C'était très clair, ce basculement. Tu sentais le basculement. En tout cas, Tu dis un spectateur actif, en fait. Et c'est ça, un spectateur actif. Exactement. C'est-à-dire, c'est plus un spectateur. Le spectateur de Lost ne pouvait pas se contenter de recevoir son épisode de Lost. Il devait tout le temps essayer de comprendre ce qu'il avait vu et du reste, à la fin, malgré tout, il y a plein de spectateurs, il y en a une partie, peut-être pas la moitié, mais presque, qui étaient déçus parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été, selon eux, résolus. En fait, ils ont été résolus, mais ils n'ont pas été suffisamment pré-mâchés dans la résolution. Par exemple, il y avait un ours blanc. Alors, et puis tout le temps, les gens disaient d'où vient l'ours blanc. Bon, dans le film de la Dharma Initiative que tu vois là, ils disent on fait aussi des expériences en déplaçant des animaux qui sont pas supposés être dans leur environnement. T'as compris que l'ours blanc, ça faisait partie. Mais ça, c'est parce que normalement, t'es supposé être un spectateur qui fait les connexions. Et ça veut dire vraiment qu'on était en train de changer de type de spectateur. En tout cas, qu'un autre type de spectateur qui était capable de scruter une image et de regarder les détails qu'il y avait dedans était arrivé. C'était un spectateur qui n'était de façon pas possible au cinéma, parce qu'au cinéma, tu peux pas scruter, tu peux pas mettre en pause. Mais c'était un spectateur qui n'était pas encore tellement développé à la télévision, parce qu'il n'était pas venu à la tête des producteurs de télévision que les spectateurs enregistreraient nécessairement les épisodes et les reverraient. Ce qui était le cas pour certaines séries, comme Twin Peaks. Et typiquement, le scénariste de Lost, Damon Lindelof, avait dit que son influence principale par rapport à Lost, c'était Twin Peaks. C'était une série qu'ils enregistraient avec son père, et qu'une fois qu'elle a été diffusée une première fois, il la revoyait tout de suite derrière, parce qu'il y avait des choses qui allaient un peu trop vite. Donc c'était la série qu'on revoyait tout de suite. Mais c'était déjà un autre type de spectateur. Il commençait à se développer, il n'était pas encore complètement là. Et ça veut dire que c'est l'avènement d'un spectateur qui non seulement est actif, mais en plus, c'est ça, moi, ça me fascine aussi. Et je n'y avais pas pensé dans le cas de Lost, c'est un spectateur collectif aussi. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, il y a un truc il suffit qu'il y ait un mec dans le monde, dans tous les spectateurs de Lost qui ont accès à Internet, qui disent, et vous avez vu, je n'ai pas vu Lost, je prends l'exemple au pif, mais vous avez vu ce panneau-là?
Oui. En fait, c'est le même panneau que dans la saison 1, Oui. tel truc et tout. C'est Il suffit ça. qu'il y ait un gars Oui. qui le trouve Et pour tout que le monde l'a. tout le monde se dise ah, mais en fait c'est génial, et ça crée une espèce Oui. d'intelligence collective, Ouais. une compréhension collective, une construction même collective du, Oui. du sens de l'œuvre. Exactement. Et si je veux bien ton avis aussi là-dessus, parce qu'il y a un truc moi qui, tu sais, on parlait de le bout du truc, c'est justement les vidéos d'explications qui sont plus Oui. connues que l'œuvre elle-même, Oui, c'est ça. parce qu'en fait l'œuvre est justement, t'as besoin de la découvrir sans avoir participé à l'expérience collective Oui. par quelqu'un qui va te résumer l'expérience collective en fait. Oui. Et moi, ça me le fait, par exemple, quand je regarde Feldup qui fait très très bien Oui. ça, parce que justement, il va te donner aussi un peu toutes les hypothèses, et il Oui. va donner son avis, tu vois, il va dire, bon, ça, on sait pas trop, ça, moi, je suis pas trop d'accord, ça, c'est intéressant, mais je sais pas, c'est contredit par ça. Donc, il va te faire tout un truc qui est très Internet et qui est très... tu vois, c'est pas des théories du complot, mais c'est un peu la même mécanique de chercher les signes cachés, on va faire ça ensemble et tout. L'enquêteur. Ouais, l'enquêteur. Et il y a un truc qui, moi, ça m'a surtout marqué avec This House Has People in It, c'est que quand ils expliquent un peu toutes ces théories-là, moi, je pense que ça c'est mon biais matérialiste basique de moi ce que j'essaie de voir en premier, c'est comment les choses sont faites. Et évidemment, bon, j'ai pas accès au truc, mais moi, quand je voyais tous ces petits ces objets, ces indices dans This House Has People in It, le premier truc que je me suis dit, c'est pas ah mais s'il a mis ça ici et là, c'est qu'il y a un sens caché. C'est que je me suis dit bah pour moi ils avaient un accessoire boîte de pizza. Oui. Et ils avaient un week-end dans une baraque et ils se sont dit vas-y, va à la porte avec le truc de pizza et tout. Et si t'écoutes les interviews de Alan Resnick, Oui. tu vois qu'il résonne un petit peu comme ça. Ouais. Et il y a un truc qui se voit, c'est Feldup par exemple, il parle de cette il y a une théorie, il mange de l'argile, tu sais. Oui. Et il y a un autre truc, c'est qu'au début ils veulent aller en Afrique du Sud, je crois. Oui. Les personnages. Et il y a des gens qui ont dit attendez, c'est probablement une référence au fait que dans certains pays d'Afrique, et a priori peut-être dans certaines régions d'Afrique du Sud, je sais plus ce qu'ils ont trouvé, que des endroits où il y a des famines, les gens meurent de faim, pour se caler, ils mangent de l'argile. Donc c'est une référence à ça. Et il y a une interview d'un des acteurs du collectif de Alan Resnick qui dit je trouve c'est génial que les gens imaginent ces Oui. trucs-là et tout. Ce qui veut dire deux choses, c'est que déjà, en fait, ils n'y avaient pas pensé du tout, Oui. et qu'en fait, c'est les gens qui l'ont inventé. Oui. Mais qu'en plus, eux, ils ont un rapport hyper sain à ça, qu'ils trouvent génial que les gens décryptent quelque chose qu'ils n'ont pas crypté, en fait, Oui. dedans. Et Ils ajoutent du sens. ouais, ils ajoutent du sens dessus, et eux, ils sont ouverts à ça. Oui. Et alors, je parlerai pas de David Lynch parce que c'est toi le spécialiste. Donc, mais je j'ai un suis contre-exemple. Si je peux faire Oui. mes 30 Mais oui. secondes ou peut-être mes 1 minute de, j'ai envie de dire du mal de Steven Moffat, mais Go. qui a par ailleurs fait des choses très très bien. Fais-toi Mais pour plaisir. moi, et en fait, ça m'a popé quand tu parlais de Lost, c'est que Moffat, donc qui est un gros scénariste de télé, qui avait repris Doctor Who, qui a fait des très très bons épisodes d'ailleurs de Doctor Who, et qui a repris Sherlock, et qui pour moi est vraiment bloqué sur un de ses principaux problèmes dans le truc de l'auteur. Genre, je suis un auteur, je suis trop génial, je suis trop malin et tout. D'ailleurs, je me projette complètement dans le Docteur et dans Sherlock Holmes parce que j'adore écrire des personnages de gens géniaux dont on dit qu'ils sont géniaux et tout. Et il y a un truc qui m'avait frappé avec Sherlock, qui est un truc, c'est l'énigme Sherlock Holmes. D'ailleurs, Oui. en plus, Oui. tu le tapis pas à ce moment-là, c'est parfait. Oui, oui, Mais oui. élémentaire, mon cher Watson, Oui. c'est que c'est un truc d'enquête. Et il a repris ce truc de Moriarty et Sherlock tombent, alors là, pas d'une cascade dans la série, puisque c'est modernisé, tombent d'un immeuble, et c'est la fin de la saison, et normalement, il meurt. Et là, on se rend compte que non. Comment ça se fait que, en fait, Sherlock n'est pas mort? Et là, du coup, les fans s'emballent, et c'est volontaire. C'est-à-dire que c'est fait pour que, pendant le temps entre les deux saisons, qui est très long en plus entre les saisons de Sherlock, les spectateurs cherchent des indices. Ils ont fait des trucs sur Internet un peu pour les titiller, pour donner des pistes, genre, voilà, semi-ARG comme ça. Tout ça pour recommencer la saison par des personnages qui font une enquête et plein de théories farfelues pour comprendre pourquoi Sherlock est toujours vivant et comment il a survécu. Personnages qui sont montrés comme des geeks un peu bizarres, un peu obsessionnels et un peu cons. Et tout ça pour dire, mais non, tout ça c'est des conneries. Il explique pas pourquoi. Et il dit, vous êtes un peu con quand même d'aller chercher des théories comme ça. Et juste, non seulement il donne pas de réponse, mais en plus, il a titillé les gens exprès pour se foutre de leur gueule après. C'est dégueulasse. Et je trouve que c'est tellement bas, en fait, et c'est tellement pas comprendre comment les gens fonctionnent maintenant. Je suis d'accord. Et genre, c'est vraiment, mec, t'as 15 ans de retard, quoi. T'es bon sur plein de trucs, mais ça, pour moi, c'est l'antithèse de justement de ce que tu expliquais sur Lost ou et qui est tout à fait, en tout cas, cohérent avec la manière dont Lynch, du reste, lui ne donne aucune explication, mais les encourage. Il l'a dit à plusieurs reprises dans des interviews, du reste, qu'il trouvait très bien que les gens fassent leur enquête, etc. Au contraire. En fait, c'est une logique
c'est un déplacement de la place du spectateur, d'une place. Le spectateur actif, il arrive là. Il arrive à cet entrecroisement bizarre que permet le magnétoscope par rapport à la rediffusion d'une œuvre audiovisuelle, en tout cas pour les films ou pour les séries. Il arrive avec la possibilité de pouvoir le voir assis tranquille et donc de commencer à faire des connexions, mais pas seulement les connexions que le réalisateur a mis exprès pour que tu les fasses, mais il a aussi laissé des espaces ouverts pour que tu en fasses encore plus et que tu construises un sens dont il accepte qu'il le dépasse, dont il n'est pas le seul auteur, quoi. Et typiquement, Lindelof étant lui-même un spectateur actif à la base, il a été choisi par Abrams pour Lost parce qu'il faisait des blogs où il décryptait des épisodes de Alias. C'est ça qui l'a rendu intéressant. C'est que, vous voyez qu'il avait déjà cette logique d'interprétation des séries existantes. Donc, il allait aller dans le même sens quand il allait commencer à faire ses séries. Il n'y avait pas trop de doute qu'il allait les remplir d'éléments à manger pour un nouveau type de spectateur. Et c'est un spectateur, je dirais, de transition. Parce que il a fallu Internet et la création de cette espèce d'agora énorme ou de pool permanent de personnes qui travaillent pour que ça devienne possible dans l'économie même de la création de fiction. C'est-à-dire que une œuvre comme This House Has People in It, c'est hallucinant qu'elle ait fait 5 millions de vues, parce qu'elle est vraiment très expérimentale. Elle est ininterprétable au premier abord. On voit ce truc-là, c'est un objet. Tu vas voir un producteur, on parlait dans le premier épisode que la culture Internet, c'est quand même une forme de contre-culture par rapport à ce qu'est l'industrie culturelle et ce qu'est l'industrie du divertissement maintenant, parce que ça, c'est un truc comme ça, tu le pitches nulle part. Il n'y a pas un producteur qui va te dire ça c'est bon, à part dans des coins bizarres du style ce qui va passer à 4h du mat sur Adult Swim. Et encore, il a fallu qu'ils comprennent que ça marchait sur Internet et que c'était intéressant pour eux que ça marche sur Internet. Ouais. Sinon, ils n'auraient pas permis les ARG, etc. Non. Et c'est fait avec pas 3,50 $. Mais Alan Resnick, c'est des petites productions, c'est des trucs qui coûtent pas très cher. Et à la base, c'est une troupe d'artistes, en fait. Il y a un truc, c'est même pas des vidéastes au sens, ça serait leur seul métier. C'est des gens qui font de la scène, des trucs comme ça. C'est avant tout des artistes, quoi. Et effectivement, tu disais, alors moi, j'y connais rien en art contemporain, mais il y a un truc comme ça, il ramène un truc qui se rapproche de ça et qui est pas juste purement industriel, même s'ils le font sur des plateformes qui elles-mêmes sont des plateformes, c'est des GAFAM, c'est des chaînes de télé traditionnelles et tout ça, mais ils arrivent à exister dans un truc un petit peu différent et un peu contre-culturel, et ça prend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté de... Tu sais, tu pourrais t'attendre à quand on te montre tous les trucs qu'on a dit là, c'est valable pour Too Many Cooks, la façon dont on l'a regardé, tu pourrais te dire, ouais, je vais te montrer une vidéo trop bizarre, trop expérimentale, et elle a 100 vues. Mais non, on t'en montre une, elle en a 3 millions, en fait. C'est-à-dire que ton truc expérimental, en fait, il est extrêmement populaire. Et peut-être même plus que les sitcoms que ça parodie à ce moment-là. Ils ont vraiment enterré le truc. Je pense pour des générations d'après, Too Many Cooks, c'est plus marquant culturellement que les trucs que ça parodie. Brady Bunch. Ouais, voilà. Donc, t'as un truc, en fait, c'est populaire et un peu expérimental et un peu exigeant aussi. Très exigeant. Parce que c'est pour ça qu'on peut dire ça existe avec sa production de commentaires avec... Et ça a influencé jusqu'à la façon dont ensuite on fait des films, des séries, des clips. Des films, typiquement un film comme Hereditary. Je suis pas sûr qu'il aurait été imaginable, Hereditary ou Midsommar, sans l'existence de spectateurs qui, une fois que le film passe des écrans de cinéma au DVD, on le fout sur Internet et on commence à décrypter les images et à dire on a une image ici, un truc ici, un truc ici. C'est tellement chargé à ras-bord de micro-détails que ça a déjà été pensé avec cette culture du micro-détail. Il y a plus de ressemblance, on va dire, dans la façon dont tu regardes Hereditary avec un objet comme An Edited Footage of a Beer qu'avec Rosemary's Baby. C'est déjà plus le même type de spectateur. Et alors,
des clips comme... moi, le premier qui m'avait marqué, je ne sais pas si c'est le premier du genre, mais c'était celui de Childish Gambino, réalisé par Donald Glover. Qui sont la même personne, on est d'accord? Oui. Ouais. Oh, ah ouais, c'est presque 1 milliard. C'est presque 1 milliard. Ah ouais, je m'en rendais pas du tout compte. Ok. This is America, c'est presque 1 milliard de vues. Et allez, 3e vidéo. Bon, c'est pas une vidéo très vue, mais j'imagine qu'il y en a plein. Non, mais il y en a des le tonnes. message caché. Mais en fait, This is America n'existe pas sans tous ces messages cachés. Et j'ai vu l'équivalent de ça par rapport à des clips de rap, avec ce qui s'est joué il y a une semaine avec le dernier Kendrick Lamar. En fait, dans la journée, il y avait déjà les décryptages du dernier. Est-ce que c'est dans le cadre de son conflit avec... avec Drake. Avec Drake, j'ai voulu faire semblant que j'avais suivi bien, et en fait, j'ai même pas le nom. Plus complètement. Il y a encore des traces de ça, mais on est plus sur Not Like Us. C'est avec Squabble Up, on est plus sur Not Like Us. Il y en reste des traces. Mais on va enlever le son. Attention, cette pub ne peut ne pas s'arrêter. Oui. Et on va avoir 15 minutes de Franck Leboeuf qui fait une dépression. Je veux juste que tu vois un peu la gueule qu'elle a. On la mettra à l'image. Mais c'est parce que, en fait, tu vois, elle est remplie d'éléments qui renvoient à d'autres choses, qui vont être ensuite décryptés par les youtubeurs. Ils vont interpréter les couleurs par rapport aux gangs à Los Angeles, les types de danse, les éléments qui se rajoutent dans le décor, le drapeau afro-américain, les poses, et des éléments qui vont aussi renvoyer à les ballons, à quoi renvoient les ballons, à quoi renvoient les signes que font les personnages. Tout, elle qui vient d'une pochette de disque de Ice-T, etc., etc. En fait, j'ai l'impression de voir, tu es en train de me parler, tu sais, de tableaux de la Renaissance, oui. où tout est ultra symboliste et tout, sauf que le code pour décoder, c'est pas du tout un code d'élite ou, enfin, en tout cas, de culture légitime. Là, j'imagine, c'est plutôt culture hip-hop et un peu ghetto et tout. Enfin, je sais que il y a tout le lore compliqué autour des villes, des gangs, trucs comme ça. Des cultures télé, des cultures aussi de supermarché. Ah ouais. Les filles qui prennent les photos, c'est un truc qui renvoie au supermarché à Compton à une époque. La culture latino, comment elle va être représentée aussi. Pourquoi est-ce qu'il inclut la culture latino dans son clip? Tout va être décodé, mais dans la journée. Oui, puis là, en plus, on reste sur YouTube, mais j'imagine sur TikTok, sur Twitter, sur n'importe quoi, en fait. Il doit y avoir des commentaires là-dessus extraordinaires. C'est très étrange, parce qu'on n'est plus du tout dans le même type même d'esthétique de rap. Mais plus du tout. Tout ça a été transformé par les pratiques des spectateurs qui les reçoivent. Mmh. Et par les conditions de réception. À la télévision, ça n'a aucun sens, un truc pareil. La télévision, ça n'a aucun sens, parce qu'à la télévision, tout ça, ça passe. C'est la machine à laver. Ça passe. Et quand tu postes un clip à la télévision, c'est pas forcément pour que les gens recherchent ou quoi. D'ailleurs, comment ils feraient des recherches, en fait? Il y a moyen, il y a les fanzines, il y avait quand même une culture de ça pré-Internet. Mais Internet, c'est vraiment le truc d'immédiateté. Et je le cale là, même si je sais pas si je voudrais pas qu'on en parle dans notre vidéo ou quoi. Mais comme tu parles de ça, il y a, alors non pas This House of People in It, mais un autre truc qui s'appelle myhouse.wad. Oui. Et qui, moi, est un de mes trucs qui m'a le plus flingué, vraiment en me disant, mais c'est absolument merveilleux. En fait, j'ai deux exemples même. Mais, j'explique très, très vite ce que c'est. Tu vois, toi, à peu près, myhouse.wad, c'est le type d'œuvre que tellement c'est lunaire, en fait, que ça ne peut pas exister avant. myhouse.wad, c'est un mode de Doom, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un niveau créé par un fan du jeu Doom, qui est un jeu qui a plusieurs décennies maintenant, mais qui a toujours une communauté qui est tellement culte que il y a toujours une communauté de gens qui créent des cartes eux-mêmes de Doom en do it yourself, un petit peu comme ça. Et myhouse.wad, c'est un type qui a posté sur un forum de Doom une carte qui, en fait, je vais pas aller allez voir les vidéos d'explication, allez voir la vidéo de Feldup par exemple, qui vous explique ça très bien, mais qui est une œuvre d'art. Il faut pas imaginer, pour les gens qui ne connaissent pas, que c'est juste une carte qui est intéressante, genre qu'elle serait jolie ou des choses comme ça. C'est que c'est un labyrinthe total de références, de significations, de trucs à trouver dans les fichiers même du jeu,
de jeu sur pour que les gens se rendent compte que ce n'est pas une carte normale et que, du coup qu'ils aillent fouiller qu'est-ce qui est bizarre et qui raconte toute une histoire, etc. Avec un truc. En plus, Doom, c'est un jeu, t'as un gros gun et tu défonces des aliens, quoi. Genre, c'est complètement débile. Et c'est un truc hyper émouvant et tout. Donc c'est ouf de se dire qu'une œuvre, moi je considère que c'est une œuvre qui est brillantissime. C'est un mode d'un vieux jeu. Qui fait ça? Et juste, moi, je me mets à la place du type qui s'est dit, je vais bosser, ça va être mon œuvre, et je vais juste aller sur un forum et dire, j'ai fait ça. Je crois qu'il a juste dit, j'ai récupéré la carte d'un de mes amis qui est décédé récemment, et en son hommage, j'ai terminé sa carte et je la poste là. Ouais. Et c'est-à-dire que moi, j'aurais jamais le culot de me dire, je vais juste le poser et les gens vont trouver. Les gens vont creuser, ils vont comprendre toute la richesse du truc et tout. Je trouve que ça demande un aplomb et une confiance dans l'intelligence collective et dans la capacité des gens à aller creuser au-delà de juste l'apparence de la carte et tout, que je trouve folle. On est à l'os de ce que c'est que l'expérience artistique, dans le sens où elle est même plus... c'est de l'art, on peut dire que c'est de l'art, mais on peine à définir ce que c'est. On peine à définir ce que c'est que l'usage de l'ancienne version de Doom, dans lequel on va construire un labyrinthe qui va raconter une histoire à un endroit complètement inimaginable et qui va être ensuite posé simplement sur un forum ou sur un truc Reddit, en se disant peut-être que des gens iront dessus. Et en fait, oui, des gens vont dessus, et non seulement des gens vont dessus, mais un mystère se crée autour de ça. On est sur quelque chose qui défie toute forme préalablement imaginable de réception. Ça casse en fait, c'est de l'art, et c'est même de la culture. C'est de la culture, mais à l'os, quoi. C'est de la culture à l'os dans le sens où c'est vraiment ce que les humains font entre eux et qui leur plaît, indépendamment de tout ce qu'on leur dit qu'ils devraient faire ou voir pour leur plaisir. C'est leur plaisir en dehors de toute préconception du plaisir. Oh oui. C'est le plaisir à l'état pur. Et c'est si on devait commencer à amener des éléments de définition, moi j'amènerais la notion d'enquête. C'est que ça joue avec quand même la dimension investigatrice. Celle-ci, elle est datable, elle est historicisable, même si il y a toute une élaboration de la notion d'enquête policière depuis Oedipe Roy, premier détective privé, jusqu'à Edgar Poe. On peut dire que ça démarre avec Edgar Poe. Donc il faut attendre le 19e siècle avant que, comme genre, l'enquête policière et puis ensuite les développements, Sherlock Holmes, etc. Un état d'esprit arrive et le lecteur déjà de romans policiers change par rapport au lecteur précédent et a un autre regard. D'ailleurs, Borges en avait parlé de façon très intéressante. Il avait dit ce que le roman policier a inventé de plus étonnant, c'est le lecteur de romans policiers, c'est-à-dire le lecteur qui ouvre un livre et qui commence à se dire il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et donc, il l'imaginait ouvrant Don Quichotte et commençait à interroger la première phrase. Parce que la première phrase, c'est un jour dont je ne veux pas me retenir, dont je ne veux pas me souvenir, ou je ne sais plus quoi. Il y a un élément de subjectivité donné par Cervantes bizarre dans la première phrase qui fait que immédiatement, normalement, le lecteur devrait se dire il y a quelque chose de douteux avec ce narrateur. Il est étrange, il n'est pas relié. On peut pas totalement lui faire confiance. Et ça, c'est le lecteur de romans policiers qui arrive, quoi. Et donc il y a la dimension investigatrice qui elle est éventuellement prédictible. On peut se dire si on lance une énigme dans la nature, quelqu'un va vouloir résoudre l'énigme parce qu'il y a dans l'humain face à l'énigme le désir de la résoudre. Et ça, bon, c'est quelque chose qui est vaguement identifié. Comme la chouette d'or, tu connais ce truc qu'ils ont trouvé il y a pas longtemps. Ils l'ont trouvé il y a pas longtemps. Et la chouette d'or, c'est un jeu, vraiment pour le coup, c'est un jeu de piste chasse au trésor. C'est un ARG de Daron, du coup, mais qui dure depuis je sais pas combien de temps. Le type d'ailleurs qu'il a fait est décédé depuis un petit moment. Ça a été perpétué et il fallait trouver où était une chouette en or et ils l'ont trouvé là. Ça a duré des décennies et il y a des communautés autour de ça extraordinaires. Et en fait, ça n'a entre guillemets pas d'intérêt
Et c'est pas pour dire l'important c'est le voyage, tu vois, mais pour faire des clichés, mais il y a un côté de... En fait, ça aurait pu être un peu n'importe quoi, on s'en fout que ce soit une chouette en or, c'est juste le jeu de piste qui est fou. Et j'ai un autre exemple de ça, parce que je suis un peu... là, c'est très culture Internet, et moi, c'est un truc que j'adore, et je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, c'est les lost media. Oui, bien sûr. Et donc, il y a un autre truc, les lost media, c'est, comme son nom l'indique, c'est des médias perdus dont on n'a pas les traces, où on a que des fragments, et les gens les cherchent. Et c'est un truc très Internet, parce que justement, c'est pareil, c'est des communautés qui cherchent des trucs comme ça. Là, pour le coup, c'est involontaire, c'est-à-dire personne ne les a cachés volontairement, et les gens les cherchent, et ça procure une émotion. Ouais. Moi, je suis ça, mais comme je suivrais le foot. Et pareil, on en a trouvé plein cette année. Oui. Pour les gens qui suivent ça, on a trouvé plusieurs chansons qu'on trouvait pas depuis 10 ans, etc. Et il y a un truc que je trouve génial, c'est que, par exemple, ces chansons qu'on cherchait, type Ulterior Motives et tout, enfin, les gens qui suivent ça connaissent, c'est des chansons dont on avait un petit morceau, et en fait, on savait pas, on sait pas. On a l'impression que sur Internet, on a tout, mais en fait, on ne trouvait pas c'est qui a fait ça, c'est quoi le groupe, c'est quoi la chanson, d'où ça sort, et tout. On en avait juste des fragments comme ça. Et pourquoi les gens les cherchent? Pas parce que c'est des chansons particulièrement brillantes. C'est pas un truc qu'on a écouté en se disant c'est trop génial, il faut absolument trouver ce que c'est. C'est le fait que c'est perdu qui rend les gens fous, et qui fait qu'on a trop envie de savoir d'où ça sort. Et c'est l'enquête qui est trop belle. Et là, c'est marrant parce que je trouve que c'est involontaire. C'est-à-dire que souvent, c'est des groupes qui ont fait une chanson. Il y en a une, en fait, c'était une musique de porno, en fait. Oui. Il y en a une autre, c'est un groupe allemand, je crois, des années 80, mais un tout petit groupe qui a jamais trop percé, qui était passé à la radio une fois. Ils n'ont pas fait exprès de créer une chanson importante, tu vois, genre c'est comme ça, et surtout qui devient importante, voilà, beaucoup plus tard. Un peu comme, tu sais pas pourquoi Too Many Cooks c'est fait pour la télé, en fait ça devient un fondement d'Internet, mais en fait c'est parce que malgré eux, ils ont créé une enquête, et qui a créé un attachement à ces musiques et tout. Moi, quand on m'a dit on les a trouvées, j'étais vraiment comme si, par exemple, je me foutais de ma propre gueule, parce que je disais on l'a trouvé. C'est comme quand au foot tu dis on a gagné, alors que bon, c'est pas toi, moi j'ai rien fait, hein, tu vois, mais je me sens, tu vois, c'est nous les humains. Ouais, je me fais partie d'un truc, alors que je suis qu'un observateur. Je suis même pas un spectateur tellement actif, puisque je participe pas vraiment à l'enquête. J'enquête pour moi, c'est-à-dire que je vais regarder ce qu'on a comme piste, etc. Mais je participe pas vraiment à la track. Mais quand même, comme quand tu regardes le foot, tu te sens pris dedans, parce que tu as un attachement à ce truc-là, qui est indépendant en réalité de la musique elle-même, ou de l'image elle-même, qui peut être recherchée, quoi. Une hypothèse possible, c'est que ça a à voir avec l'idée que une fois que ces choses seront trouvées, d'une certaine façon, quelque chose de cassé dans le monde sera réparé. Il y a probablement l'idée derrière de réparation, et c'est une sorte de réparation psychologique aussi. C'est pas, il y a quelque chose qui renvoie avec ces éléments perdus à des failles. Presque des failles des vies perdues, des destins contrariés, aussi quelque chose qui a à voir avec ceux qui ne sont pas devenus connus. C'est des chansons de groupe. On trouve une chanson et on s'obsède parce qu'on ne sait pas de quel groupe il est. C'est comme si c'était le groupe qui aurait dû devenir célèbre, ou la chanson qui aurait dû marcher. Et on va réparer cette faute générale. J'ai une autre hypothèse aussi, qui va à contre-courant de ce que j'entends dire. Alors beaucoup, j'ai l'impression aussi, de nouvelles générations, enfin de gens qui sont plus jeunes que toi ou moi, et qui ont du coup grandi avec Internet. C'est que souvent, quand ils parlent de lost media, ils disent oui, mais ça nous rappelle qu'avec Internet, on croit que tout est sauvegardé, tout est accessible. Et en fait, ça nous montre que c'est pas vrai. Sauf qu'en fait, je pense que c'est l'inverse. C'est que déjà, c'est quasiment toujours des trucs pré-internet. En fait, en réalité, il y a une fascination pour l'analogue, la VHS, les formats physiques, le truc. Juste se dire qu'il y a une époque, un truc a pu passer à la radio, et juste il est perdu. C'est-à-dire, personne n'a plus aucune copie de ce truc, plus personne n'entendra jamais cette chanson. Et je pense que c'est l'inverse, c'est que justement, comme avec Internet maintenant, globalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver tout le temps, et tout est, par rapport aux autres époques, beaucoup plus sauvegardé, copié dans tous les sens et tout. Et du coup, je crois que ça crée une fascination pour des artefacts d'autres époques qui peuvent être des... tu vois, c'est l'arche perdue, quoi. Oui. C'est genre, il y a ce truc de se dire... Et je pense que c'est stimulant, notamment pour des générations qui n'ont pas l'habitude de se dire
Que quelque chose n'est pas ouais, trouvable. que quelque chose n'est pas trouvable ou qui n'ont pas connu peut-être, pour faire le vieux con du tout, parce que c'est même pas vraiment ma génération, mais de se dire que peut-être des fois quand tu voulais réentendre une chanson que tu as entendue à la radio, fallait que tu ailles chez un disquaire que tu lui dises c'est une chanson que j'ai entendue mais j'ai pas entendu le nom de l'artiste et tout, et s'il sait pas ce que c'est, t'es baisé, faut que tu cherches dans des magazines, faut que tu demandes à des gens, peut-être qu'il sait ce que c'est mais en fait c'est pas importé en France, donc il faut que tu le fasses venir et tout machin. Tu peux pas juste dire je vais chercher sur internet la chanson, elle est probablement sur YouTube. Et tu vois ce que je veux dire, il y a un truc de Complètement. il y a une nostalgie d'une époque où les choses pouvaient être perdues. Et il faut absolument qu'on les retrouve parce que l'idée même que ce soit possible est devenue presque insupportable maintenant, quoi. C'est devenu c'est comme une démangeaison. En fait, il y a une nostalgie de l'époque, de l'éphémère ou de l'impermanence, mais qui est contrebalancée par le caractère insupportable de cet éphémère, de cette impermanence et de cette possible disparition. C'est deux sentiments différents qui rentrent tout le temps qui se rencontrent et qui rentrent en collusion. Et c'est assez troublant. Moi, ça me fait penser à la fois à la question du temps perdu au sens proustien même du terme, c'est-à-dire le truc de la mémoire involontaire chez Proust, le narrateur qui se souvient de morceaux de vie en goûtant sa madeleine dans du thé et parce qu'il n'avait pas regoûté depuis 20 ans et 20 ans plus tard, donc il retrouve ces morceaux-là. Ça marche aussi pour une phrase musicale d'ailleurs, ça marche pour des pavés inégaux d'une cour et ça marche pour une phrase musicale, la sonate de Vinteuil dans Proust. Il réentend une musique qu'il n'avait pas entendue depuis si longtemps en la réentendant, il y a tout un bloc de mémoire qui réapparaît extrêmement vif, qui avait totalement disparu et qui réapparaît d'autant plus vivant. C'est une mémoire qui n'a pas été transformée, malaxée, déplacée. Donc il y a l'idée qu'il y a des espèces d'éléments qui peuvent contenir des moments de temps à l'état pur, qui n'auraient pas été entre-temps parasités par la rediffusion, on pourrait dire. Et de toute façon, cette fascination pour les films manquants, elle existe depuis le début de la cinéphilie, quoi. Donc il y a l'idée qu'il y a des choses perdues qui, quand on les retrouvera, ramèneront avec elles des morceaux de temps à l'état pur. Mais il y a aussi de l'autre côté la découverte de cette chose extraordinaire de voir qu'on est comme une espèce de gigantesque pool d'enquêteurs mondial, universel, qu'en fait on cherche quelque chose. Ça fait partie des choses que j'aimais bien quand j'étais sur les réseaux sociaux. Quand il y avait quelque chose auquel je pensais, dont j'étais patient, etc., je m'adressais aux autres. Il y avait toujours quelqu'un qui le trouvait, quoi. Quelque chose que je retrouvais pas, quelqu'un le retrouve. Ça, c'était unique. C'est sûr, c'est des choses où on pouvait se prendre la tête avant. Ça m'est arrivé aussi. C'est un sentiment de fou. C'est un sentiment de fou. Ouais. C'est un sentiment de fou. Je sais pas ce que tu as eu toi comme moment comme ça, mais moi je l'ai eu. Alors c'était sur Twitter plutôt, parce qu'il y a aussi le côté, les autres peuvent partager, même s'ils n'ont pas la réponse, ils peuvent t'aider à trouver la personne qui a la réponence. Ils trouveront la personne qui a la réponse. Tu sais, comme tu cherches le témoin. Tu sais, genre tu sais qu'il y avait un témoin sur la scène de crime. Oui. Et c'était un gars avec une casquette, on sait pas qui c'était. Oui. Mais en fait, tu essaies de le retrouver et lui il a la solution. Oui. Et moi ça m'avait fait ça sur un dessin animé que je cherchais, dont je me souvenais juste. Les seules infos que j'avais, c'est que c'était des cosmonautes. Et que le chat du cosmonaute qui s'appelait Spoutnik, et le running gag c'était qu'il crevait tout le temps et qu'il avait tout le temps un nouveau chat et du coup il s'appelait Spoutnik 3, 4. J'avais juste retenu ça. Et j'ai des images assez claires dans la tête. Des années, j'ai cherché ce truc-là. Et un jour, je me suis dit, je vais demander sur Twitter. Ouais. Je crois que ça a mis 5 minutes. Et ça m'a fait un sentiment de vraiment ce truc de, en fait, j'avais juste à faire ça. Ouais. Et tu vois, j'ai compris autre chose. Tu vois, ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, Internet, ça change énormément de choses à notre rapport à notre mémoire, à notre nostalgie, à notre façon de la communiquer avec les autres et de la partager. Et je pense que ça joue vraiment beaucoup dans la culture Internet aussi, et notamment ce retour cette obsession pour la nostalgie, pour les objets physiques, pour des trucs qu'on a connus, qu'on peut retrouver, qu'on veut absolument retrouver, qu'on veut sauvegarder. Oui. Et d'où ce qui bouclera la boucle, le sens de détourner ce phénomène et d'en faire un objet nouveau artistiquement. C'est-à-dire, sachant qu'on a tous ces éléments-là, plutôt que de les utiliser pour aller combler des trous dans notre mémoire avec des éléments de nostalgie qui vont donc
ramener un élément de confort ou d'acceptation, créer des nouveaux mystères et ouvrir sur de l'inconnu. Et typiquement, ce que Casper Kelly et Alan Resnick ont fait avec Too Many Cooks ou avec Unedited Footage of a Bear ou This House Has People in It, c'est envoyer les gens sur des enquêtes infinies, mais transformant ainsi l'énigme en mystère. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils n'arriveront jamais à résoudre complètement, qui n'est pas fait pour être résolu viscéralement, mais qui est fait pour donner à penser, exactement comme une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est plus dans l'enquête, on est dans la réception d'autre chose et dans la création même d'une signification qui vaut pour nous-mêmes. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi ce 2e épisode de Deep Web Fantasia. On espère que ça vous a plu. On attend toujours vos retours. Ça nous a été très utile la première fois, très utile. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît comme ça, ce que vous voudriez voir là-dedans, même si pour le prochain épisode, c'est déjà décidé. Ce sera sur... Ce sera sur... Complotiste, hein? Théorie du complot! Si vous avez aimé ce programme, abonnez-vous à Blast. Faites des dons, likez, commentez, partagez sur les réseaux sociaux. Et puis... Et on peut lancer un ARG, je propose. Il faut trouver un lien dans la description où si vous donnez de l'argent, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait des nouveaux épisodes de Deep Web Fantasia. Il faut trouver le lien. C'est un lien où il y a marqué Blast. Soutien, voilà, on ne dit pas plus d'indices, mais c'est ça le jeu de piste de l'épisode. J'ai un super jeu, vous donnez de l'argent et puis, et puis vous attendez de voir ce qui se passe. Activez la cloche. Ça te fascine cette cloche? Je sais pas d'où ça sort. Ça arrête jamais. Et activez la cloche. C'est toutes mes cooks de fin. La cloche. Tous mes cooks de fin, tu vois, c'est un appel à soutien à Blast qui dure 15 minutes et qui ne s'arrête jamais. Vous savez, l'information coûte cher. Et si vous êtes vous aimez l'information... Là, il y a Denis Robert qui arrive, qui sort derrière le canapé. Too many cooks, 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 too many cooks. When it comes to me and you, and him and her and the baby too. Too many cooks, it's true. they say it goes, it'll spoil the broth. Honey, I think that's not true. Well, maybe too many cooks will spoil the broth, but they'll fill our hearts with so much love. Too many cooks. A family is like a soup. Everyone adds an extra scoop. Mix an ounce of a smile so sweet. A dash of cool to add the heat. And you've got Too many cooks, too many cooks. too many cooks, 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 Too many cooks. too many cooks, Too many cooks. too many cooks, too many cooks, Too many cooks. 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 too many cooks, too many. It takes a lot to make a stew. Especially when it's me and you. And him and Steve from corporate too. Too many cooks, it's true. They say it goes, it'll spoil the broth. Honey, I think that's not true. Well, maybe too many cooks will spoil the broth, but they'll fill our hearts with so much love. Fill our hearts with love. Too many cooks. Activez la cloche.